On va maintenant dans le prolongement finalement de l'œuvre d'Eugène Minkowski un peu avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale au sein de l'œuvre de secours aux enfants, parler du centre Minkowska qui existe toujours. Et nous avons donc, ça sera une communication à deux voix. Monsieur Christophe Paris, qui est secrétaire général, directeur du centre Françoise Minkowska, et le docteur Kanyem Lyong, qui travaille depuis plusieurs décennies, si j'ai bien retenu ce que Marianne nous a dit tout à l'heure. Donc, Monsieur Paris, vous avez la parole. Merci. Chère Marianne, chère Cathy, nous vous remercions pour ces interventions qui nous ont vraiment éclairés et qui nous permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel l'association Françoise Eugène Minkowski et le centre Françoise Minkowska ont été créés. Le docteur Kanyem Lyong et moi-même allons maintenant vous présenter en détail la nature de nos services, enfin des services proposés par le centre, aux populations migrantes et réfugiées d'Île-de-France. Mais avant de laisser la parole à mon collègue, je vais vous expliquer ce en quoi le centre Minkowska est original dans son approche, enfin dans son offre de soins et dans son projet institutionnel, qui est finalement dans la droite ligne de la dynamique impulsée par son fondateur. Alors, je vais aborder cette intervention en trois grandes questions. La première, quels sont les fondements de notre projet institutionnel ? Alors, lors de sa création en 1962, le centre Françoise Minkowska était un dispensaire d'hygiène mentale pour devenir par la suite, et de façon un peu plus modernisée, un centre médico-psychologique. Mais la démarche humaniste de son fondateur est déjà un marqueur initial de cette structure, puisqu'elle s'adresse à tous les étrangers non francophones, qu'ils aient ou non le statut de réfugiés. Je pense qu'on a un marqueur aussi, c'est la lutte contre les discriminations dès le départ. Et ça aussi, c'est dans notre ADN. Son ancrage dans l'offre de soins du secteur sanitaire fut également assuré dès l'origine avec un financement public par le département de la Seine. Les fonds sont aujourd'hui toujours publics et sont versés par l'Agence régionale de santé. Ce centre médico-psychologique comprend dès le départ des psychiatres, des psychologues, des assistantes de service social, un secrétariat médical dédié, et il s'est développé pour répondre finalement aux besoins des vagues migratoires successives qu'a connues la France. Lors de mon arrivée, il y a maintenant près de 26 ans, 7 équipes pluridisciplinaires étaient alors en place et elles correspondaient chacune à une aire géoculturelle distincte. Alors vous pouviez trouver, et sur place et dans les pages jaunes de l'annuaire, la consultation Afrique, Asie, Europe centrale et Europe de l'Est, Maghreb, pays lusophones, pays hispanophones et Turquie. Les prises en charge à ce stade étaient centrées essentiellement sur les langues et sur la culture ou les cultures, la langue maternelle du patient, qui étaient partagées finalement par les professionnels de l'équipe, originaires eux-mêmes des zones géographiques en question. Et on admettait alors que la compréhension des représentations culturelles exprimées par les patients était facilitée par ce mode d'organisation. De ce fait, l'interprétariat, dont on va parler un petit peu, était alors très peu utilisé. C'est à l'occasion de la formalisation de son projet d'établissement à la fin des années 90 a pu se mettre en place, grâce à l'approche théorique de l'anthropologie médicale clinique, un projet de soins un peu plus modernisé, on va dire, répondant aux attentes actuelles du cadre de santé publique. Ce cadre théorique de l'anthropologie médicale clinique, finalement, repose sur 3 points. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur 3 points. Le premier point, c'est la maîtrise de la communication interculturelle avec le recours, si nécessaire, à des interprètes linguistiques et culturels formés. Je vous dirai un petit peu pourquoi on parle d'interprètes linguistiques et culturels. Le deuxième point, c'est l'acceptation
de la confrontation des modèles explicatoires des patients à ceux des soignants. C'est là que c'est intéressant, puisqu'il y a un mouvement entre les deux. Et ces confrontations qui prennent en compte finalement les représentations culturelles de la maladie mentale, toujours dans cette dynamique. Et le troisième point, très important aussi, et toujours très très utilisé dans notre structure, c'est l'identification de la place du professionnel dans la dynamique de prise en charge, avec une notion essentielle de décentrage. Ça contribue aujourd'hui à travailler sur ce phénomène de déstigmatisation. C'est vraiment ce phénomène de décentrage, cette dynamique de décentrage qui nous permet d'apprendre les choses d'une autre manière. La place du patient, la place du soignant, la place de l'institution dans un dispositif de soins. Une appropriation par l'équipe du centre de ce cadre théorique ainsi que le recours à des interprètes professionnels formés, ça c'est très important aussi, permettent à chaque professionnel de reprendre en charge un patient, quel que soit son parcours d'exil. Ainsi, aujourd'hui, le centre est composé d'une seule équipe pluridisciplinaire. Vous voyez ce bond qui a été fait, toujours avec cette force d'humanité et d'humanisme. Mais cette évolution, cette équipe, finalement, cette unique équipe pluridisciplinaire qui propose une prise en charge globale en psychiatrie transculturelle, puisque nous avons qualifié notre approche, centrée sur la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accueille pas dans un bureau de consultation de culture, on accueille quelqu'un qui va s'exprimer avec ses représentations culturelles. Et c'est là que ça devient intéressant pour la prise en charge. Ce positionnement de notre offre de soins permet en plus d'éviter donc toute assignation du patient à sa culture. On a tellement de filières en France, on aime tellement mettre des gens dans des cases que effectivement ça nous permet aujourd'hui d'essayer de sortir un peu de ce schéma et d'éviter tout risque de stigmatisation dans le processus de prise en charge. Le centre est certifié par la Haute Autorité de Santé et ce cadre a été évalué, c'est assez intéressant, ce cadre a été évalué comme un cadre de bonne pratique et de pratique transférable. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui rencontrer d'autres professionnels, notamment dans le cadre de nos formations, mais aussi simplement en les voyant dans nos locaux, mais pour expliquer un petit peu comment on peut travailler de cette manière-là. Aujourd'hui, le Centre Minkowska est une structure de référence en psychiatrie ambulatoire qui s'adresse aux migrants et aux réfugiés. Il propose à des patients, alors aujourd'hui c'est plutôt une patientèle adultes, mais les choses peuvent évoluer avec le projet. Ces patients habitent l'Île-de-France, on réside l'Île-de-France et la prise en charge médico-psychologique est associée à un suivi social. C'est une prise en charge globale. On se rend compte aujourd'hui que le social est très très présent, plus qu'avant. L'équipe suit, ce sera le seul chiffre, chaque année près de 1500 patients en file active, ce qui est quand même, par rapport à notre structure qui est de taille humaine, une file active importante. Et en plus de cette file active suivie, nous traitons également 1000 demandes d'orientation. Donc ces orientations sont faites par des professionnels de l'extérieur qui rencontrent des difficultés pour mettre en place une prise en charge et donc ils nous sollicitent. Deuxième question, quels sont les motifs d'orientation vers le centre Françoise Minkowska et les obstacles à l'accès aux soins? Parce que finalement, fondamentalement, notre mission, c'est ça. Les patients sont orientés vers le centre par les professionnels du secteur de la santé ou du secteur social pour une demande de prise en charge, dès lors que des difficultés d'accès aux soins dans les services de droit commun sont identifiées. Ces obstacles sont souvent liés à des difficultés linguistiques, aux différences culturelles et à l'usage restreint des services de santé par des populations migrantes et réfugiées. On constate de plus en plus aujourd'hui que l'exclusion sociale et l'absence de logement sont des facteurs de vulnérabilité supplémentaires et le recours à l'interprétariat linguistique et culturel par le secteur de la santé est loin d'être utilisé systématiquement du fait d'un manque de formation, tout simplement, de professionnels, et de ce qui est perçu comme une difficulté liée au coût financier qu'il impose. J'insisterai sur cette perception, puisqu'aujourd'hui, oui, ça a un coût, mais qu'est-ce que ça coûte de ne pas prendre un patient dans ce contexte-là avec le recours à un interprète? Je crois que c'est
une question qu'on pourra développer. La crise sanitaire a exacerbé, en plus de cela, les inégalités existantes au sein des populations les plus fragiles et plus particulièrement des réfugiés et des migrants. Troisième question, pourquoi l'interprétariat? Alors, quand il n'y a pas de langue en commun entre le professionnel de l'équipe du centre et le patient, nous faisons appel à des interprètes professionnels formés. Il y a quelques années, on le rencontre de moins en moins, mais on a eu affaire souvent quand même à des professionnels qui, par dépit et par vraiment cette envie de faire quelque chose avec le patient, recouraient à une personne du service, à un membre de la famille, etc. Et évidemment, ce n'est pas vraiment la bonne façon de faire. La mise en place d'un interprétariat linguistique et culturel en santé est défendue par notre structure depuis plusieurs années et a fait l'objet de plusieurs travaux nationaux et européens. Alors je ne vais en citer que 3 et vous pourrez après, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, le projet européen T-Share, qui est un projet sur le thème des compétences transculturelles pour la santé et les soins, avec l'élaboration d'un protocole de formation à la médiation culturelle dans le cadre du soin. C'est un projet qui a semé des graines et qui aujourd'hui effectivement donne des résultats dans plusieurs pays européens. Le projet de recherche Fondation de France, améliorer la prise en charge en santé mentale des patients non francophones. C'est un projet qui a permis l'élaboration d'un programme de formation et une formation pilote de plus de 70 interprètes à la communication interculturelle et à l'interprétariat en santé mentale. C'est l'organisme Interservice Migrants qui était en France testé par le centre Françoise Minkowska. Voilà, on a construit finalement un référentiel de compétences avec ISM qui est toujours utilisé, qui est repris dans leur charte et qui permet aux interprètes de travailler, je dirais, dans un cadre bien identifié avec ces patients. Et puis l'élaboration également avec la Haute Autorité de Santé d'une référentiel des compétences, de la formation et des bonnes pratiques concernant l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. Donc là on était santé au sens large, santé physique et mentale, mais nous avons contribué à la mise en place de ce référentiel. Le recours à un interprétariat linguistique et culturel permet de traduire en mots le plus finement possible les souffrances psychiques et ou physiques, en tenant compte des représentations culturelles et des métaphores, évidemment, utilisées par un patient et d'éviter ainsi toute stigmatisation et assignation culturelle. Cet interprétariat professionnel garantit au patient le droit de se faire comprendre, mais également de comprendre la prise en charge qu'on va lui proposer. Et ça, c'est essentiel. Ça vient bien au-delà, finalement, des considérations financières. Et la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 renforce cette notion d'accès au droit, à la prévention et aux soins. On doit une explication au patient qui doit apporter son consentement. Et si on n'a pas d'interprète, on ne respecte pas la loi. Et c'est valable pour tout patient. De plus, fort de ses 60 ans d'expérience, le Centre Minkowska a également développé une activité de formation à l'intention des professionnels des champs sanitaires, médico-social et social. Cette activité vise à développer des compétences dans la prise en charge des personnes migrantes et réfugiées au niveau national. Des outils dans ces formations sont directement transférables dans les pratiques des professionnels. Nous pourrons vous en parler un petit peu au moment des pauses si vous le souhaitez. L'association et le centre que Eugène Minkowski a... Ah oui, excusez-moi, une petite ligne. Les outils donc présentés sont transférables. Et pour terminer, je me permets de reprendre la métaphore, que je trouve vraiment formidable, de la main tendue utilisée par Eugène Minkowski. L'association et le centre qu'il a créé il y a maintenant 60 ans continuent à tendre la main à toutes ces personnes pour les empêcher de tomber, pour les remettre d'aplomb et leur permettre de poursuivre leur chemin. C'est fondamental et je crois que rien n'a changé sur le projet depuis le début.
Eugène Minkowski a cherché tout au long de sa vie à mieux appréhender l'individu dans sa singularité et sa globalité pour mieux le soigner. Cette philosophie est résumée par l'une de ses citations affichée sur le fronton de la porte d'entrée du soin, du centre de soins. L'homme est fait pour rechercher l'humain. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. La parole est maintenant au docteur Can Liem Luong qui travaille lui aussi au centre Françoise Minkowska, mais comme médecin. Comme médecin, oui. Bonjour à tous et à certains que je retrouve aujourd'hui après plusieurs décennies d'incertitude. Je suis doublement ému de m'exprimer aujourd'hui avec vous, dans le sens où j'étais psychiatre attaché à Henri Roussel, et je découvre aujourd'hui que Eugène Minkowski a été ici aussi. Et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que je vous exprime mon expérience de presque 30 ans de pratique ou de présence au centre Minkowska, sans prétendre représenter mes collègues qui sont ici présents. Le docteur Minkowski va donc mettre en pratique ses conceptions en créant le centre en 1962. Nous fêtons les 60 ans du centre dans un contexte d'hommage aux 50 ans de disparition d'Eugène Minkowski. Donc il y a deux sujets et je serai assez bref pour parler des 60 ans de création du centre Minkowski et de mes 35 ans d'activité de façon tout à fait personnelle. Mettre l'humain au centre, dans le double sens de ce mot, c'est mettre une nouvelle éthique et les soins ensemble. C'était déjà à l'époque une pensée d'avant-garde que l'on retrouvera dans la formule de René Dubos, penser globale, agir local. C'est un slogan qu'il prononcera au premier sommet de l'environnement en 1972. Ça fait 50 ans. Le centre accueille donc les événements au sens large, c'est-à-dire la personne, son histoire, ses symptômes, et tout ce qui fait la charge de sa souffrance pour un devenir incertain. En cela, la brutalité de la migration ne doit pas hypothéquer le dessein du migrant de trouver le refuge, où le vivre ensemble et le vivre avec prendront corps en lui. Cette humanité du soin devrait échapper aux considérations idéologiques, car elle est universelle. Ainsi, le centre fête ses 60 ans cette année, et c'est une boîte noire que je voudrais ouvrir avec vous sur 3 points. Parce qu'il n'y a ni miracle naturel, ni résilience spontanée depuis 60 ans. Peu importe nos qualifications, il fallait en amont du travail, un cadre, une équipe plurielle, une mémoire collective et beaucoup de cœur, de patience et de confiance, comme nous le rappelle M. Christophe Paris tout de suite. C'est parce qu'il existe concrètement ce que j'appelle un pacte hippocratique en œuvre au centre. Je vais vous parler succinctement du rôle des certificats, fonction des certificats, de l'interprétariat, de l'épigénétique de la culture du migrant. Le certificat médical, c'est un certificat d'humanité. L'on ne certifie pas un étranger malade parce qu'il est étrange. C'est l'affaire de la police. L'art de notre déontologie est de lui dispenser un certificat médical si c'est nécessaire. Ce document a une valeur extraordinaire pour les gens sans aucun statut de présence au monde. C'est une empathie de résonance et pas de connivence que le prescripteur sait faire pour soigner la personne et protéger sa confidentialité. Le symptôme fait sortir la peur de mourir dans la clandestinité et surtout pour un sans-papier de ne plus jamais être nommé par la négation ou par l'exclusion. La maladie ou le handicap deviennent identitaires à ce moment-là. Devant un refus de soins, le migrant débouté aura le sentiment d'être un paria, c'est un mot tamoul, 2 fois exclu, d'abord rejeté par son pays d'origine, puis par le pays qu'il croyait accueillant. Ce vécu est cruel. Le sentiment d'injustice
s'enchaîne avec celui d'être une double victime de ses décisions. L'on crée du surstress et du handicap supplémentaire. Est-ce que l'on crée une rébellion agressive? Est-ce que nous sommes en train de fabriquer des paranoïas? Point d'interrogation. Traduire et interpréter dans un espace de mots, dans les deux sens de ce vocable. Pour écouter une souffrance qui parle dans sa langue native, il nous faudrait saisir nos limites ontologiques et apprendre nos esprits à vivre l'étrange, c'est-à-dire travailler avec nos ignorances et non de le faire seulement avec notre savoir et notre savoir-faire. Dans cette affaire, l'apport culturel des interprètes demande de la vigilance entre écouter un bonus de traduction fine ou au contraire distinguer la banalisation des raccourcis de langage. Nous ne rencontrons pas des interprètes de conférences et leur neutralité est toute relative. Certains malades préfèrent même la technologie du Google Translate. Enfin, d'autres gardent les mêmes défiances vis-à-vis des interprètes maison après leur échec à l'OFPRA ou au CNDA. Une fois ce passage passé et dans un cadre sécure, l'interprétariat crée d'abord une alliance typographique qui aide le malade à s'approprier son devenir quand il a investi l'interprète comme un pont culturel. Cette manœuvre s'appuie sur deux corps d'identification, une projection entre guillemets exogène sur un support en la personne de l'interprète, comme celui qui a réussi, et une narcissisation endogène de soi-même comme un sujet capable de faire comprendre sa demande, c'est-à-dire comment faire pour être cru. Il y a ainsi une clinique des identités narcissiques et culturelles. La clinique soigne la douleur, l'humanité prend soin des êtres et la culture soude l'ensemble. La culture, à mon sens, est une matrice commune de la vitalité, où le bien-être est dorénavant le terme premier qui définit la santé de la personne et pas seulement l'absence de maladie et de handicap. Si cette notion est universelle, le monde n'a pas les mêmes représentations ni les mêmes ouvertures. Que sait-on du bien-être du migrant? Vaste question. Sans prétention, l'avenir du migrant malade est de quitter la maladie et son statut de dépendance, de soigner son image narcissique abîmée. Cet enjeu identitaire est double pour la question du comment s'ouvrir au monde. Sur cette matrice, l'élan vital travaille le temps long, c'est-à-dire le rétablissement et le vécu. Un ex-migrant en bonne santé sera un homme nouveau. Il aura bougé entre le là-bas et l'ici et le maintenant. Il devra ainsi quitter une citoyenneté déclassée et fabriquer une autre pour s'intégrer. L'acculturation devient positionnelle et politique. La culture est bien ce véhicule de ces symptômes qui porte la personne vers son rétablissement. Entre la culture et la psychiatrie, l'acculturation pour un devenir meilleur de soi-même peut se rendre compte que l'environnement a aussi changé et s'est bonifié. Le progrès humain est dans une bienveillance, il est interactif, c'est notre épigénétique. La culture intime du rétablissement tient de la métamorphose, de la maturité d'un narcissisme vers une éthique. Le migrant quitte son territoire, il laisse derrière lui son histoire, il vit une rupture narcissique sans une interruption de son esprit. Son miroir biographique s'est brisé, il lui fallait le remplacer, rétablir la continuité de son image. En partant, il avait refusé une altérité in situ dangereuse, prise dans des enjeux politiques, culturels et identitaires complexes. Ce narcissisme primaire serait-il toujours tenaillé entre le devoir être et le vouloir devenir pour lui-même? Aussi une vaste question. L'épanouissement que souhaite le migrant à son arrivée répond au fond à une quête du mieux-être pour mieux vivre avec les autres. Il faut une rencontre. La posture paradoxale du narcissisme second est d'aller chercher son altérité dans une altérité chez l'étranger et à l'étranger. Il lui fallait atteindre le vraiment dissemblable et abandonner définitivement le monde chaotique d'avant la crise. Sans péché, un retour en arrière devient un impératif psychique. Un programme politique de retour n'a aucun sens à mon idée.
Je dis paradoxal parce qu'à partir de là, un narcissisme troisième, la dernière modalité, devient informel. C'est grâce à une éthique générale. Ce narcissisme reconnaît l'altruisme ambiant dans son miroir. Le migrant soigné aura dépassé ses propres xénophobies qui pouvaient justifier ses propres peurs communautaires, individualistes, voire écocentrées. C'est le sens d'avoir des lieux culturels et des lieux de culte. Il y aurait ainsi deux cliniques phénoménologiques à explorer pour identifier la culture comme l'expression saine d'une épigénétique. La première dimension considère les variations symptomatiques par rapport à une typicité considérée comme universelle ou générale à la base des classifications internationales des maladies. Or, comme écrit Yves Pellissier, le premier référent scientifique du sang, il n'est pas certain qu'il existe des formes cliniques absolument caractéristiques d'une culture donnée. Pourtant, certains types de comportements peuvent être privilégiés et trouver dans un climat déterminé ces facilitations plutôt qu'un obstacle à leur développement. La deuxième dimension considère le symptôme comme des indicateurs anthropologiques et culturels de cette épigénétique qui exprime le fond de notre humanité. Tout le monde sait aimer, mais chaque culture et chaque personne le mettent en mouvement différemment. L'épigénétique exprime de façon infiniment variée le patrimoine universel de la bonne santé mentale, pour que les hommes qui veulent, savent et peuvent vivre ensemble et avec leurs différences. La vie n'est pas dans un rapport permanent de tension et de force. Il n'y a pas de conflit psychique qui soit sans fin non plus. Une communauté culturelle variée et différenciée sait se retrouver dans une même identité commandée par une éthique publique transparente et perfectible. Voilà ce que les migrants et les réfugiés m'ont appris pendant ces 35 ans d'exercice de présence au Centre Minkowska. Je vous remercie. Bien, merci à vous et merci à Monsieur Christophe Paris de nous avoir montré tout l'intérêt, la richesse et la place aussi exceptionnelle qu'occupe le Centre Françoise Minkowska dans l'ensemble des dispositifs auxquels nous faisons appel. Alors, il faut féliciter les orateurs parce qu'ils ont parlé, ils n'ont pas utilisé tout le temps qui leur était imparti. Sans doute, c'est dans le souhait d'avoir une discussion plus longue et plus riche.